Rebonjour à tous. Alors, donc, merci de vous être connectés sur la rentrée des C2E. Donc, je vais vous présenter un peu l'objectif de ce webinaire. On va repasser sur les bases, donner beaucoup d'informations. Donc, pour comprendre le dispositif, donc le rôle du club également, comment bien décrypter une fiche d'opération standardisée. On va également donner une carte d'orientation pour les principaux textes, les ressources disponibles, et donner des clés pour agir, pour se renseigner. Donc, comment bien poser une question, des illustrations des cas pratiques pour trouver l'information pertinente efficacement. Je remercie beaucoup la DGEC d'avoir bien voulu venir introduire la rentrée des C2E et je laisse la parole à Damien. Merci à tous. Donc, c'était des informations très détaillées par rapport à l'objet du webinaire. Donc, je répète que c'est la rentrée des C2E, c'est plutôt à destination des novices pour la liste de tous les arrêtés réglementaires et d'un point sur l'actualité réglementaire. Il y aura le C2E News qui aura lieu le 25 septembre et pour lesquels on aura préparé des slides qui vous permettront de recenser et de suivre aussi un peu en partie l'actualité réglementaire qui était très riche cet été. Merci beaucoup, David. Donc, ce webinaire vous est présenté par l'AT2E et le Club C2E. On y reviendra un peu ultérieurement dans la présentation. Mais un petit rappel, voilà, ce support de présentation est la propriété exclusive de l'AT2E. Donc, toute reproduction, diffusion, communication ou réutilisation totale ou partielle est interdite sans l'autorisation écrite et préalable de l'AT2E. On met vraiment l'accent sur cette autorisation préalable parce qu'on a été confronté à des cas où on a reproduit notre parole sans notre consentement. Donc, seules les informations diffusées directement par la T2E engagent l'association et toute utilisation, modification, interprétation ou diffusion de ce support en dehors de ces canaux officiels ne saurait être opposée à la T2E et relève de la seule responsabilité de son auteur. Pour information, donc, le replay de ce webinaire sera disponible pour tous sur la page YouTube de la T2E. Cependant, uniquement les adhérents pourront accéder au support que nous déposerons sur la page Mission et Objectifs du Club C2E. On vous met le lien de la page dans le chat de votre webinaire du Club C2E. Et Marine, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup Olga. Bonjour à tous, Marine Scala, chargée de mission transport au sein du Club C2E. Donc si vous avez des questions durant cette présentation, n'hésitez pas à nous écrire. On répondra au fur et à mesure aux questions les plus accessibles dans le chat et nous avons évidemment prévu un temps d'échange à la fin de ce webinaire pour reprendre les questions les plus posées et évoquer avec vous les doutes qui pourraient encore persister. On va commencer sur les bases du dispositif des C2E avec Elisabeth qui vous rappelle les principes de fonctionnement. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Elisabeth Patro, je suis la déléguée générale du Club C2E de la T2E. Donc, je vais vous rappeler les principes de fonctionnement du dispositif des C2E. Donc, ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que le dispositif des C2E est un dispositif réglementaire. Il y a une loi, il y a des décrets, des arrêtés. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'État impose aux fournisseurs d'énergie d'accompagner les consommateurs pour faire des économies d'énergie, les aider à faire des économies d'énergie. Et que lorsque je parle de consommateurs, il s'agit aussi bien des ménages, des entreprises, des collectivités. Chaque obligé se voit imposer un niveau d'obligation et ce niveau d'obligation, suivant les périodes, il est sur une durée de 4 ans. Là, pour la prochaine période, on parle plutôt d'une durée de 5 ans. Cette obligation est exprimée dans l'unité de TWh/QMAC. Vous verrez tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous préciser ce qu'on entend dans l'unité kWh/QMAC. Donc, ces fournisseurs d'énergie, on les appelle les obligés. Donc, c'est un terme que vous allez voir revenir assez régulièrement. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les fournisseurs d'énergie ont une obligation et ils accompagnent les consommateurs pour réduire leur consommation d'énergie. Et quand on parle d'énergie, on parle tout type d'énergie.
C'est aussi bien de l'électricité, du gaz, du fioul. Bref, on retrouve toutes les énergies utilisées par les consommateurs. Et pour les inciter à réduire leur consommation, bien souvent, on les accompagne, des obligés, les accompagne avec des aides financières. Les économies d'énergie, elles sont faites souvent au travers de travaux. Et pour standardiser un peu les opérations, il existe des fiches d'opérations standardisées. Je vais vous en parler tout à l'heure, mais il y a aussi un dispositif qui vise à proposer des opérations plus sur mesure, des opérations spécifiques ou des programmes. Alors, comment les fournisseurs d'énergie obtiennent des C2E? Eh bien, pour obtenir des C2E, ils doivent apporter la preuve qu'ils ont bien engagé une action. Et ils doivent fournir toutes ces preuves au ministère. On appelle cette entité le pôle national des C2E, c'est une entité de la DGEC. Une fois qu'ils ont apporté la preuve de la réalisation des travaux, on le verra au travers de différents documents, ils obtiennent les fameux C2E, le petit papier qui va bien, qui permet de comptabiliser le volume d'économie d'énergie qui aura été généré grâce aux travaux, aux actions engagées. Et donc, plus, suivant les opérations, plus l'économie d'énergie est importante, ou plus l'économie dure longtemps, plus le volume de C2E sera important. Si on regarde le dernier point, le niveau d'obligation, il est fixé par un fournisseur d'énergie. Et le fournisseur d'énergie, à la fin de la période, doit restituer le volume de C2E que l'administration lui a imposé. Si l'objectif n'est pas atteint, alors il se trouve à payer une pénalité. Donc voilà dans les grandes lignes le dispositif. Ayez bien en tête que c'est un dispositif réglementaire, que les bénéficiaires sont accompagnés par les fournisseurs d'énergie pour réaliser des économies d'énergie. Et on verra tout à l'heure le type de travaux. Par exemple, on peut isoler la maison. Aujourd'hui, on peut remplacer son véhicule par un véhicule électrique. Donc, il existe un certain nombre d'opérations pour permettre aux acteurs, aux bénéficiaires de réaliser des économies d'énergie. Je te laisse la parole, Marine. Merci. Donc, les acteurs du dispositif des C2E, c'est intéressant puisque j'ai vu passer une question dans le chat qui nous demandait la différence entre un délégataire et un mandataire. Alors, les obligés, ce sont les fournisseurs d'énergie et les distributeurs de carburant. Ils ont une obligation légale de réaliser des économies d'énergie. Pour cela, ils peuvent soit financer directement des opérations, soit passer par des partenaires. Et en cas de non-respect de leur objectif, des pénalités financières leur sont appliquées. Ensuite, on va retrouver les bénéficiaires. Ce sont des personnes physiques ou morales qui reçoivent une aide via les C2E pour financer une opération d'efficacité énergétique. Plus concrètement, des travaux, l'achat d'un véhicule électrique, les opérations C2E. Ensuite, on va retrouver les éligibles. Ce sont des collectivités ou des bailleurs sociaux qui réalisent eux-mêmes des travaux ou les encouragent auprès de leurs tiers et peuvent produire ainsi leur propre C2E. Ensuite, on va retrouver le PNC2E, donc Pôle national des C2E, qui est l'autorité qui instruit les dossiers C2E et il les délivre officiellement. Il peut également exercer un contrôle après la délivrance. On y reviendra un peu plus tout à l'heure. Maintenant, on va parler des délégataires qui sont des entreprises mandatées par les obligés pour remplir tout ou une partie de leurs obligations. Ils doivent être préalablement autorisés par le PNC2E. Et enfin, les mandataires qui accompagnent les bénéficiaires ou les éligibles dans le montage des dossiers, que ce soit en apportant des affaires, en produisant les C2E ou en déposant les demandes. Je ne sais pas si je pense avoir répondu. La différence principale entre un délégataire et un mandataire, c'est que le délégataire porte également l'obligation, au même titre qu'un obligé. Ce n'est pas le cas pour un mandataire
qui est un intermédiaire qui produit un service pour l'obligé ou le délégataire principalement. Il y a d'autres activités, mais ce sont ses activités principales. Un petit point de contexte sur l'évolution de l'obligation. Bonjour à tous, Thierry Lapara du Club C2E. Donc, je vais vous parler des périodes des certificats d'économie d'énergie. Donc, ces périodes, elles font référence aux différentes phases du dispositif. Comme l'a évoqué tout à l'heure Elisabeth, ce mécanisme il a été mis en place par les pouvoirs publics pour obliger donc, les différents fournisseurs d'énergie à promouvoir l'efficacité énergétique. Donc, il a été lancé il y a quasiment 20 ans, en 2006. Et donc, le dispositif, il est structuré en périodes pluriannuelles, généralement des périodes de 3 ou 4 ans, chacune fixant donc les objectifs de C2E. Et Elisabeth l'a dit, si les obligés n'atteignent pas leurs objectifs, ils doivent payer de lourdes pénalités. Donc, pour chaque période, elle comporte un volume d'obligations, des modalités de fonctionnement avec des bonifications, un catalogue de fiches d'opérations standardisées et parfois des primes spécifiques. Donc, comme vous pouvez le constater sur le graphe, donc la première période, on avait un volume qui était relativement faible, 54 TWh. À démarrage de la 5e période, l'ambition était de 3100 TWh. Et l'année prochaine, avec la 6e personne qui va démarrer, on aura une ambition qui sera encore plus forte. Vous pouvez constater qu'avec l'arrivée de la 3e période, on a fait le distinguo entre les deux de production de C2E dits normaux ou classiques avec des C2E qui sont dits précaires, qui sont réservés à une typologie de clientèle qui est en précarité énergétique. Ensuite, Alors, juste pour une petite précision, le terme CUMAC, donc on l'a évoqué tout à l'heure, toutes les C2E sont en CUMAC, ça veut dire cumulé et actualisé. Et le gain annuel, enfin, ça veut dire qu'on considère les économies d'énergie sur la durée de vie de l'action concernée. Et 100 TWh CUMAC, c'est l'équivalent à la consommation énergétique résidentielle d'1 million de Français pendant 15 ans. Alors, quelques informations sur le dispositif et son positionnement. Vous le savez tous, ou vous l'avez entendu dire, c'est que le dispositif des C2E, c'est un outil majeur pour les économies d'énergie en France. En effet, en 2024, les fournisseurs d'énergie ont investi environ 6 milliards d'euros sur cette année-là. Alors finalement, comment se répartit ce budget? Vous avez une représentation avec les consommations d'énergie finale par secteur en 2019, c'est le premier graphe, et le deuxième, c'est les C2E délivrés sur la 4e période. Vous pouvez constater que dans le transport, la consommation d'énergie finale s'établit à 32%, et les C2E délivrés sur la 4e période s'établissaient à 4%. Si on regarde le résidentiel, donc c'est 4%, ce qui reste assez faible par rapport à l'énergie consommée. Si on regarde le résidentiel, la consommation d'énergie finale s'établit à environ 30%, alors que les C2E délivrés étaient de l'ordre de 70%. Donc on voit que le résidentiel est un des secteurs majeurs dans lesquels des économies d'énergie sont faites via le dispositif des C2E. Et puis ensuite, on retrouve l'industrie avec 20% de consommation et 17% de C2E délivrés. Et le tertiaire, où on est à 16% de consommation, 7% de C2E délivrés. Et enfin, l'agriculture, où on a 3% de consommation et 1% de C2E délivrés. Et les réseaux, ce qu'on met derrière réseaux, ce sont les réseaux de chaleur et les réseaux de froid, et ainsi que tout ce qui est éclairage. Donc, ça vous donne un peu une notion sur la répartition de la production de C2E. Vous pourrez noter qu'elle est essentiellement centrée sur le résidentiel. Pour vous parler un petit peu des modèles d'affaires dans les C2E, comme vous pouvez le voir ici, tout en haut, ce sont les obligés ou leurs délégataires.
qui finance le dispositif des C2E et qui dépose les dossiers auprès du PNC2E. Quand on parle d'EMI, c'est simplement une plateforme sur laquelle obligés et délégataires et mandataires, si besoin, peuvent déposer les dossiers. Autrement dit, il est impératif de passer par l'un de ces intermédiaires, que ce soit de manière directe ou indirecte, pour produire vos C2E. Pour commencer, le modèle direct, c'est celui qui est encadré ici à gauche, où le bénéficiaire contracte directement avec un obligé ou un délégataire. Le montage du dossier se fait entre ces deux interlocuteurs. Tandis que le modèle indirect, c'est un modèle dans lequel l'intermédiaire est un mandataire, un installateur ou une personne X qui fait le lien avec l'obligé. Le bénéficiaire n'est pas en contact direct avec l'obligé ou le délégataire. Alors, en tant que bénéficiaire, vous pouvez vous poser la question, mais finalement, comment je peux financer un projet d'efficacité énergétique, que vous soyez personne morale, une entreprise, une collectivité, un bailleur social ou personne physique? Eh bien, il faut avoir en tête qu'il y a 3 manières de financer un projet d'efficacité énergétique. Il y a 3 manières de bénéficier du dispositif des C2E. La première, c'est accéder à une opération standardisée. Je rentrerai plus dans le détail tout à l'heure sur ce qu'est une opération standardisée. La deuxième, c'est faire une opération spécifique. Ces 2 premières opérations se traduisent vraiment par des économies d'énergie. À la fin, la consommation sur laquelle leur opération aura été réalisée se traduira vraiment par une baisse de votre facture énergétique. Et la troisième manière, c'est de bénéficier d'un programme C2E, sachant que les programmes C2E peuvent avoir 3 natures, formation, information et innovation. Sur la période de 2022 à 2024, la répartition est assez déséquilibrée, parce que 91% des C2E délivrés étaient sur des opérations standardisées. Les programmes représentaient 7% et les opérations spécifiques de l'ordre de 2%. Maintenant, si on rentre un petit peu dans le détail de ce qu'on entend par opération standardisée. Une opération standardisée, c'est une opération d'économie d'énergie. Par exemple, j'isole ma maison. Elle est définie par arrêté et on vous montrera tout à l'heure une fiche d'opération standardisée qui fait l'objet d'une publication dans les arrêtés. Dans cette fiche d'opération standardisée, le montant des certificats d'économie d'énergie est forfaitisé. Il est donc conventionnel. Et pourquoi des fiches d'opération standardisées ont été mises en place? C'est pour simplifier le dispositif. C'est tout simplement, d'ailleurs le nom opération standardisée, c'est vraiment pour simplifier la comptabilisation des économies d'énergie. Aujourd'hui, le catalogue comporte 217 fiches. Il faut avoir en tête qu'il y en a à peu près 50% dédiés au bâtiment. Alors justement, avec les derniers arrêtés qui sont sortis fin août, début septembre, qui ont été évoqués par Damien Goileau de la DGEC, on a donc l'évolution du portefeuille de fiches d'opération standardisées qui en date du 5 septembre, à l'issue du 76e arrêté, constitue un portefeuille de 221 fiches dont vous pouvez voir la répartition ci-dessous. Donc, comme le disait Elisabeth, un grand nombre concerne le bâtiment, donc que ce soit les bâtiments regroupent le secteur résidentiel et le secteur tertiaire. Donc 28 en agriculture, 58 fiches sur le bâtiment résidentiel, 55 sur les bâtiments tertiaires, 32 pour l'industrie, 6 pour les réseaux et 42 pour le transport. Donc il faut savoir que ce portefeuille, il évolue au fil de l'eau, c'est-à-dire au fil des arrêtés, lorsqu'il y a des révisions ou des abrogations de fiches,
voir de nouvelles fiches qui viennent compléter le portefeuille. Donc, à date, 221 fiches. Alors, donc, 3 étapes clés à bien connaître quand on parle d'opérations standardisées. La première, c'est d'identifier les équipements éligibles au C2E. Donc, vous pouvez consulter le catalogue de fiches C2E sur le site de la T2E, de la DGEC ou de l'ADEME, qui sont donc les 3 piliers du dispositif. Là, vous avez le lien qu'on va vous mettre dans le chat sur le site du ministère. Site du ministère, et vous l'avez également sur le site de la T2E. La deuxième étape clé, c'est d'identifier un acteur avec qui travailler et de négocier un prix en euros du mégawattheure CUMAC de C2E. Donc, c'est les acteurs que Marine vous a listés, donc les obligés, les vendeurs d'énergie, les délégataires d'obligations, les fournisseurs d'équipements et les installateurs. Donc, mais ces entreprises doivent avoir passé un contrat avec un obligé ou un délégataire. C'est le modèle indirect que vous présentez, Marine. Et il peut également y avoir des bureaux d'études prescripteurs de solutions éligibles au dispositif des C2E. Une fois que vous avez identifié cet acteur, il faut constituer le dossier des C2E. Donc, il y a une grosse logistique administrative avec des étapes chronologiques à bien avoir en tête. La première étape, c'est de prouver le rôle actif et incitatif. Donc, toujours, ça se matérialise par un accord commercial, donc en mode direct ou indirect. Ça dépend avec qui vous avez signé le rôle actif et incitatif. Et pourquoi est-ce que c'est la première étape des C2E? C'est que les C2E ont pour vocation à encourager les obligés à faire réaliser des travaux d'économie d'énergie. Donc, si vous avez commencé les travaux avant d'avoir prouvé le rôle actif et incitatif, on estime que en fait, ça aurait été fait dans tous les cas et que les C2E n'ont pas lieu d'être. Donc, après avoir prouvé le rôle actif et incitatif, donc il faut identifier la date d'engagement de l'opération. C'est souvent le devis ou le bon de commande qui fait foi. Dans tous les cas, on vous expliquera plus tard dans le webinaire où aller trouver l'information. Vous avez ensuite les travaux avec le début des travaux et la fin des travaux. Une fois les travaux réalisés, donc il faut apporter, donc l'AH, c'est pour attestation sur l'honneur et les preuves de réalisation, qui peuvent être factures, il peut y avoir les fiches techniques de l'équipement, ça peut être précisé sur la fiche d'opération standardisée. Et ensuite, rendre une phase de contrôle. Alors, il y a plein de types de contrôles différents. Ça se matérialise souvent par un rapport de contrôle sur l'échantillonnage. Il peut y avoir le contrôle de l'obligé, le contrôle par un bureau d'études agréé par un COPRAC, les contrôles du PNC2E. On l'a regroupé sous la même catégorie, mais c'est juste pour avoir en tête qu'il y a une partie contrôle qui est assez essentielle et qui arrive après avoir réalisé l'opération. Ensuite, donc, la prochaine partie, ça sera sur lire et comprendre une fiche d'opération standardisée. Donc, une fiche d'opération standardisée a toujours ou presque la même forme. Dans un premier temps, vous allez retrouver les différents paragraphes qui l'encadrent, le secteur d'activité, sa dénomination, les conditions de délivrance de certificats, la durée de vie conventionnelle et le montant des certificats en kilowattheure CUMAC. Cette partie, elle est très importante puisqu'elle sera ensuite reprise dans cet ordre dans votre attestation sur l'honneur et elle liste en quelque sorte tous les points sur lesquels vous devez être vigilant pour que votre opération soit conforme. L'attestation sur l'honneur, le cadre A. Aujourd'hui, on va vous parler simplement du cadre A. Pour le cadre B et C, on vous invitera à voir directement avec votre obligé, votre délégataire ou votre mandataire. Donc, ce cadre A, il est important. Pourquoi? On va y retrouver toutes les modalités qui sont demandées dans le cadre des C2E de façon plus générale pour justifier de la bonne mise en place de l'opération, mais plus spécifiquement aussi tous les points qui doivent être respectés pour la bonne qualité de l'opération. Et ce cadre A est partie intégrante de votre attestation sur l'honneur et de la fiche en elle-même. Ah oui, pardon, avant que tu changes, Olga, je n'ai pas précisé qu'il est important que vous regardiez le numéro de l'arrêté sur votre cadre A. Ça vous permettra d'avoir une version à date de l'attestation sur l'honneur et la version à utiliser est celle en vigueur à date d'engagement, c'est-à-dire à date de signature de devis.
depuis le début, on vous parle de kilowattheure Qmac, mais finalement, c'est important qu'on rappelle de quoi il s'agit. Déjà, le forfait, c'est lui qui va quantifier et certifier le volume d'économie d'énergie qui aurait été fait. Par exemple, quand on isole un bâtiment, eh bien, on fait des économies d'énergie. Alors, comment on calcule le volume de C2E en kilowattheure Qmac? Alors, on a dit 1 kilowattheure Qmac, ça veut dire kilowattheure cumulé et actualisé. C'est-à-dire qu'on cumule les économies d'énergie sur la durée de vie de l'opération. Un exemple, quand on isole une maison, les experts considèrent que la durée de vie de l'isolant, c'est 30 ans. Donc, l'économie qui est faite, qui a été calculée entre une situation de référence et la situation de la maison isolée, elle est additionnée 30 fois, sachant, et elle est multipliée par la durée de vie, elle est multipliée par la durée de vie actualisée, avec une actualisation à un taux de 4%. Donc, on prend le gain annuel et on multiplie par la durée de vie de 30 ans qui aura été actualisée avec le taux de 4%. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du catalogue de fiches d'opération standardisées en vous disant qu'il y en avait à date 221 fiches. Et donc, au fil de l'eau, pourquoi on est amené, au niveau du club C2E, à réviser des fiches d'opération, quel que soit le secteur. Donc, ces fiches, elles sont révisées pour, on vous a identifié les 7 motifs principaux. Donc, le premier, c'est tout d'abord par rapport à son ancienneté. Lorsqu'une fiche approche le délai de 5 ans, on doit la réviser pour savoir si elle est toujours d'actualité et si son contenu doit évoluer ou pas. Le deuxième motif, c'est souvent lié à une évolution de la réglementation. La réglementation a changé et celle qui est indiquée dans la fiche n'est plus d'actualité, donc on doit modifier la dite fiche. Un troisième motif, ce sont des normes qui ont évolué donc, et qui justifient de réviser la fiche. Le quatrième motif, ce sont l'évolution de la situation de référence ou des conditions d'éligibilité. Si les conditions d'éligibilité changent, il faut intégrer les nouvelles conditions dans la fiche. Le cinquième principal motif, c'est un problème d'application des référentiels de contrôle. Les fiches sont liées à des modalités de contrôle appliquées via des référentiels et ces référentiels sont eux aussi amenés à être évolués, d'où le fait qu'on doit en indiquer les évolutions sur la fiche. Avant-dernier motif, le sixième, c'est l'ambiguïté dans la rédaction de la fiche où des clarifications ou des précisions doivent être apportées. On peut avoir des retours terrain d'obligés, de mandataires, de différents acteurs qui nous indiquent que certains points sont pas clairs et qui doivent être revus. Donc, on revoit ces ambiguïtés et dans le cadre de la révision d'une fiche qui repasse ensuite au journal officiel et qui ressort sur un nouvel arrêté. Et puis le dernier motif, c'est l'identification de dérives ou de fraudes. Donc là aussi, si on a de nombreux retours qui nous indiquent que le contenu de la fiche n'est pas respecté et qui fait l'objet de fraudes qui sont récurrentes, la fiche est révisée, parfois même, dans certains cas, abrogée. Thierry vient de vous évoquer les critères qui conduisaient à la révision d'une fiche. Il y a des fiches qui sont amenées à être créées, des nouvelles fiches, pour permettre notamment de satisfaire l'obligation. Et un des premiers critères, c'est que la solution doit être mature, dans le sens où aujourd'hui, si on est sur une solution qui est en cours de développement, qui n'est pas arrivée à maturité, qui n'est pas encore déployée, cette solution ne pourra pas faire l'objet d'une fiche d'opération standardisée. La solution doit être ambitieuse en termes de performance énergétique. Elle doit vraiment proposer des économies d'énergie importantes par rapport à ce que le marché propose et elle doit être aussi proposée par plusieurs fournisseurs. On ne peut pas créer une fiche dès lors qu'il n'y a qu'un seul fournisseur qui propose la solution.
Cette fiche doit donc générer des économies d'énergie en énergie finale et proposer un gisement d'économie d'énergie, on appelle ça un gisement ultime, à la maille nationale suffisant pour que le travail soit engagé de création de la fiche. Et enfin, si on continue, la rédaction de la fiche, il faut avoir en tête qu'elle est engagée par ce qu'on appelle le porteur de l'action. C'est-à-dire ce sont des acteurs qui sont compétents dans le secteur de données ou dans la solution proposée, et c'est bien à eux qu'il revient la responsabilité de la rédiger. Pour autant, à un moment donné, dès lors que la fiche aura été validée par l'ADEME et la DGEC, un groupe d'experts pourra être créé. Alors, un point très important qui aujourd'hui est un frein à la création de certaines fiches, ce sont les données. Bien souvent, on manque de données, comme on dit, robustes, représentatives et référencées. Ce qu'on appelle données robustes, ce sont des données qui ne peuvent pas être mises en cause et par conséquent qui ont été certifiées par des organismes qui sont habilités. Ces données doivent être robustes pour ne pas remettre en cause à un moment donné la fiche d'opération standardisée. On parle de données représentatives, ce sont des données qui doivent être mises à disposition ou mesurées sur la base de plusieurs références de produits, plusieurs marques, plusieurs fournisseurs. Il est délicat pour nous d'accepter des données qui ne proviennent que d'un seul fabricant, par exemple. Et les données doivent être référencées, c'est-à-dire que ces données, dès lors qu'elles ont été mesurées, il conviendrait qu'elles le soient par un organisme reconnu, comme le CSTB ou le CEREMA, ou alors ces données peuvent avoir fait l'objet d'études, de travaux publiés et qui sont accessibles à tous. On a connaissance d'études ADEME qui sont accessibles à tout le monde. Je reprends la main sur comment créer ou réviser une fiche. Donc, comme vous le disiez, Elisabeth, il y a quand même pas mal de critères avant tout. Mais pour créer une fiche C2E, il faut respecter tout un processus qui est encadré par la DGEC et l'ADEME. Parce que les fiches, ce sont des documents réglementaires qui définissent les conditions techniques et les montants forfaitaires d'économie d'énergie pour chaque opération standardisée. Le club C2E, nous, on accompagne les acteurs dans ce processus. Mais on n'est pas les seuls intervenants. Aujourd'hui, on ne va pas vous passer de film, mais je vous invite vivement à consulter le film sur le processus de création et révision d'une fiche d'opération standardisée qui vous est partagé dans le chat. Parce que ça peut être assez intéressant pour mieux saisir tout le contexte qui entoure la création ou la révision d'une fiche. Alors, de nouveaux indicateurs pour créer ou réviser des fiches sont apparus au premier semestre 2025. Le premier, c'est le temps de retour sur investissement. Le temps de retour sur investissement, tel que l'a défini la DGEC, il est calculé de deux manières. On prend le rapport entre le montant de l'investissement, et quand on dit le montant d'investissement, c'est l'acquisition de la solution et l'installation de la solution pour qu'elle fasse bien sûr des économies d'énergie. Et on divise ce montant par l'économie d'énergie annuelle générée par l'équipement de service. Donc ça, c'est le premier calcul qui peut être fait. Le deuxième calcul qui doit être fait, c'est le montant d'investissement auquel on aura déduit la prime en euros. Et donc, il faut bien calculer et toujours diviser par l'économie d'énergie annuelle générée par l'équipement de service. Donc, il faut vraiment faire ces deux calculs. Et lorsqu'on fait le calcul avec la prime, actuellement, la DGEC demande de faire
de prendre une prime à 7,5 € par mégawattheure climatique. Après, ce qui peut être fait aussi et ce qui est demandé dans les nouvelles fiches d'opération standardisées ou lorsqu'une fiche est révisée, c'est de faire un calcul de sensibilité en faisant varier les paramètres et notamment les conditions de délivrance ou les paramètres du forfait sur des valeurs hautes ou des valeurs basses. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on fait un calcul de TRI seulement s'il y a un investissement. Les fiches services ne permettent pas aujourd'hui de faire systématiquement des calculs de TRI. Alors, si d'aventure vous êtes amené à créer ou à réviser une fiche, la T2E met à disposition un fichier Excel pour faire ce type de calcul. Le deuxième indicateur qui a été mis en place à la demande de la DGEC, c'est fournir des éléments pour cerner des risques de fraude ou d'utilisation non conforme aux objectifs de la fiche, pour essayer d'anticiper de potentielles dérives. Donc, ce qu'on demande aux acteurs qui rédigent ces nouvelles fiches, c'est de décrire, selon eux, les risques de fraude ou dérives qu'ils peuvent anticiper pour permettre collectivement de prendre en compte dans les conditions de délivrance des dispositions pour renforcer ou limiter les risques de dévoiement. Maintenant, on va rentrer dans le rôle du club C2E. Oui, donc je reprends la main, merci Olga. Donc, avant de vous parler du rôle du club C2E, je vais vous dire quelques mots sur la T2E. Donc, la T2E, c'est une association loi 1901 qui a bientôt 50 ans, puisqu'elle a été créée en 1978 et qui a pour mission principalement de promouvoir l'efficacité énergétique, d'accompagner la transition énergétique, mais aussi de favoriser les énergies renouvelables et de diffuser les bonnes pratiques dans les domaines de l'énergie, mais aussi de l'environnement. Donc, la T2E bénéficie d'un certain nombre d'adhérents. Ces adhérents, ils sont répartis sur les différents clubs. Ces clubs, ils font partie intégrante de deux pôles au sein de la T2E, le pôle efficacité énergétique et le pôle énergie renouvelable. Donc, bien évidemment, le club C2E fait partie du pôle efficacité énergétique et on a un rôle important dans l'écosystème énergétique français. Comme vous l'avez entendu depuis le début de cette présentation, autour du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Ensuite, donc, plus proche de notre activité, donc le club C2E. Donc, je vais laisser la main à Elisabeth pour présenter l'organigramme du club C2E. Merci Thierry. Donc, le club C2E, donc vous avez son organigramme sous les yeux, c'est aujourd'hui 7 personnes en permanence et Anaïs qui est stagiaire actuellement. On a régulièrement au club C2E 1 ou 2 stagiaires. Chaque chargé de mission, chaque membre du club C2E a un secteur qui lui est attribué. On n'a plus de chargé de mission industrie, mais on a Solène qui est sur le secteur du tertiaire, Daniela sur le secteur du résidentiel, Marine, que vous avez pu entendre aujourd'hui sur le secteur du transport, Olga, qui s'est exprimée également sur le secteur des réseaux et des opérations spécifiques, Mohamedou sur le secteur agriculture et Thierry qui vient en appui du club C2E pour le pilotage. Pour autant, adresser un secteur mais n'est pas toujours suffisant parce que ce qu'on a observé, c'est qu'il y a des opérations qui sont transverses au secteur. Par exemple, les moteurs et les VEV, on en a dans l'industrie, dans le tertiaire, dans le résidentiel et dans l'agriculture. Donc, Solène s'occupe des moteurs et des VEV pour tous les secteurs. Les pompes à chaleur dans le bâtiment, on en a dans le tertiaire et dans le résidentiel. Donc, Daniela gère les deux, ainsi que l'éclairage. On a de l'éclairage dans l'agriculture,
dans l'industrie, dans le tertiaire, dans le résidentiel. Donc, elle assure cette expertise transsectorielle. Pour le cas le réfugiage, il en aide, et les points singuliers, il en aide même pour Olga. Elle l'assure aussi bien pour l'industrie, le résidentiel, le tertiaire et les réseaux. Donc voilà, c'est une organisation assez transverse. Et il y a un point qui rassemble tous les membres du club C2E, c'est les questions liées au contrôle, puisque lorsqu'on écrit une fiche d'opération standardisée, on doit systématiquement s'assurer que les conditions de délivrance et que les conditions du forfait peuvent être contrôlées. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel la DGEC nous a demandé d'être très, très vigilants. Merci Elisabeth. Donc, si on fait un zoom un peu plus précis sur le club C2E de la T2E. Donc, c'est quoi? Donc, vous l'avez compris, hein, c'est un lieu d'échange entre tous les acteurs du dispositif des C2E, que ce soit des obligés, des délégataires, des installateurs, des bureaux d'études, etc. Donc, le club C2E, il est très impliqué dans 4 principales missions, dont la première concerne les fiches d'opération standardisées. Cette mission, elle constitue à peu près 80% de l'activité du club C2E, où chaque chargé de mission assure un suivi et un pilotage des fiches d'opération standardisées concernant son secteur. Donc, pour les faire évoluer, que ce soit dans le cadre de révision, d'abrogation ou de nouvelles fiches, donc il organise des groupes de travail avec les différents acteurs du dispositif. Donc, en termes de priorité, 80% de l'activité, c'est l'évolution du portefeuille de fiches d'opération standardisées, celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui constitue de 121 fiches. Ensuite, il y a un rôle informatif important. Donc, dans le cadre de ces informations, on assure régulièrement, à une périodicité trimestrielle, des webinaires sectoriels. Donc, un webinaire par secteur, où chaque chargé de mission va faire une synthèse des évolutions des différentes fiches, que ce soit dans leur contenu ou au niveau réglementaire. Et plus particulièrement concernant toute la partie réglementation, nous exerçons un C2E News à peu près 3 fois par an. Ce C2E News, il reprend tous les arrêtés et les décrets qui sont sortis avec leur contenu et l'évolution des différentes fiches qui sont associées à ces sorties d'arrêtés. Ensuite, on a, de manière indépendante et dans l'intérêt collectif, en fonction des différents retours d'expérience, on propose des améliorations dans le cadre du dispositif, mais aussi, on l'a évoqué, dans le cadre de l'évolution des différentes fiches. Et la dernière mission, la 4e, elle est directement liée à l'ensemble de nos adhérents. Les adhérents du club C2E ont des privilèges, en particulier d'avoir la possibilité de nous écrire en posant leurs questions directement sur un mail dédié et dont chaque chargé de mission traite et répond aux différentes questions qui nous sont posées. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'ensemble de nos travaux, ils sont conduits en étroite collaboration avec la DGEC et pour essentiellement la partie réglementaire, mais aussi avec l'ADEME pour toute la partie technique. Et on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur les slides suivantes. Alors, un petit point assez important pour nous. Donc, on vous a dit que le club C2E, c'est un espace neutre d'échange et c'est pour préciser ce qu'implique cette notion. Donc, c'est un espace de dialogue neutre et surtout pas un groupe d'influence. Donc, le dispositif des C2E fonctionne avec tous les professionnels impliqués qui doivent pouvoir se parler et se comprendre. Donc, le club C2E ne défend pas les intérêts particuliers d'un groupe spécifique, mais bien l'intérêt collectif du dispositif, avec comme objectif une plus grande efficacité pour tous. Donc, voilà, on vous a fait un petit tableau récapitulatif. Donc, nous sommes un espace neutre d'échange et non un groupe d'action de lobbying ou d'influence. Donc, c'est quoi la différence? Donc, notre objectif, c'est l'efficacité du dispositif pour tous.
sur un groupe d'influence, c'est l'avantage d'une catégorie d'acteurs. Un espace neutre d'échange, c'est inclusif. On doit représenter tous les acteurs et pas un seul type d'acteur. Et comment on procède? C'est le dialogue, la pluralité des points de vue. On s'efforce de recueillir tous les points de vue. Et on n'est pas en train de défendre une position, même si on a recueilli le point de vue de personnes qui défendaient une position. Donc concrètement, ça veut dire qu'on a un interlocuteur pour la clarté. On vous a précisé que nos travaux étaient en étroite collaboration avec la DGEC et l'ADEME. C'est vrai qu'on a un interlocuteur privilégié du gouvernement, donc la DGEC et l'ADEME. Et donc pourquoi est-ce qu'on a un dialogue constant? C'est de clarifier les règles pour tous et de faire remonter une vision d'ensemble. Donc de partager avec la DGEC les réalités de terrain vécues par l'ensemble des acteurs pour améliorer le dispositif de façon cohérente. Et donc, sur le point des activités du club toujours, donc on précisait qu'il y avait quand même une partie de notre temps qui était dédiée à la relation à nos adhérents. Et voici un récapitulatif des avantages à adhérer au club C2E. Donc, je pense que le principal avantage, c'est quand même un accès aux documents téléchargeables sur le site internet du club C2E, donc les présentations des webinaires, les GT, les comptes rendus associés. Tout particulièrement, c'est un document précieux qui nous est demandé fréquemment, mais l'accès aux fiches de calcul des opérations standards, donc qui permettent de mieux comprendre leur application. Ces documents ne sont communiqués qu'aux adhérents de la T2E, y compris le présent support. Le replay sera accessible pour tous, mais le support ne sera disponible que pour les adhérents. Donc, il y a un accès aux questions-réponses FAQ mises en ligne par le club C2E. Donc, pareil, c'est uniquement pour les adhérents. Donc, ce n'est pas une FAQ officielle et ça n'a pas de valeur réglementaire. Néanmoins, ça veut dire qu'à un moment donné, avant de le publier sur le site de la T2E, on l'a préalablement vu avec la DGEC. Et je sais que c'est un accès précieux pour nos adhérents parce que souvent, c'est faute de mieux en attendant d'avoir une réponse. Donc, on publie également une lettre info-flash C2E, donc d'informations sur les C2E, donc en fonction de l'actualité. Et le deuxième principal avantage, je dirais, c'est une réponse personnalisée à vos questions. Donc, vous pouvez poser les questions si vous êtes adhérent à questionclubc2e@t2e.fr. Et pour info, donc on reçoit environ 300 questions par mois. C'est pour ça qu'on privilégie les questions de nos adhérents et on n'a même pas forcément le temps de toutes les traiter dans des délais rapides, convenables. Donc, on fait au mieux pour pouvoir y répondre le plus rapidement possible. Mais ce n'est pas toujours si évident. Donc, pour adhérer, vous pourrez contacter Alexandre Giroux. Donc, voilà le mail, on peut vous le mettre dans le chat. Et un dernier point, donc, les adhésions, donc, ça permet de financer le fonctionnement du club et ça permet de répondre aux attentes des acteurs. C'est aussi pour ça qu'il y a une adhésion et qu'on procède par membre. Effectivement, les chargés de mission sont financés par les adhésions des adhérents. Et d'ailleurs, j'ai vu une question dans le fil de conversation où on nous demandait de confirmer s'il n'y avait pas de chargé de mission industrie. Eh bien non. Le président de la T2E ne m'a pas donné l'accord pour embaucher un chargé de mission industrie, du fait notamment que le budget du club C2E est déjà déficitaire. Donc, il ne veut pas creuser mon déficit. Alors, qui fait quoi dans le cadre du dispositif des C2E? On a réalisé un film sur le rôle de la DGEC, de l'ADEME et de la T2E, du club C2E, dans le cadre du dispositif des C2E, donc qui fait quoi? Entre la DGEC avec le PNC2E et le bureau 5CD qui rédige les textes réglementaires, l'ADEME qui vient en appui technique de la DGEC et du club C2E, et le club C2E qui notamment anime des groupes de travail pour rédiger les fiches. Donc, je vous invite à regarder ce film qui dure 3 minutes et qui précise le qui fait quoi. Quel est le montant d'une adhésion? C'est fonction du chiffre d'affaires de votre structure, mais on pourra vous envoyer les éléments. Ou je vous invite à écrire à Alexandre Giroux, on va vous mettre son mail dans le fil de conversation et il vous donnera tous les éléments qui vont. Donc voilà, regardez ce film qui dure 3 minutes et qui vous explique bien l'articulation
entre les trois organisations. Peut-être pour faire simple, pour que vous l'ayez avant les slides suivantes. Donc, on a la DGEC qui gouverne, qui pilote les textes. L'ADEME, on nous a posé la question, c'est l'expert technique. Et la T2E, c'est l'espace d'échange neutre, mais on pose des questions à la DGEC. Et voilà, je laisse la parole à Marine. On a vu passer pas mal de questions dans le chat, mais on s'est dit que reprendre des questions qui nous ont déjà été posées, ça pouvait aider certains d'entre vous, donc c'est parti. Par exemple, une question sur la politique commerciale. Olga, à quel prix je peux fixer ma prime? Et du coup, est-ce que toi, en tant qu'AT2E, tu pourrais me répondre? Eh bien, pas du tout. Ah bon? Non. Effectivement, je suis d'accord avec toi. La T2E ne prend pas de part sur le commercial, la DGEC non plus. Il va plutôt falloir vous diriger vers votre obligé, votre délégataire ou votre mandataire qui pourra vous parler chiffres associés à votre prime et votre opération. Ensuite, sur les questions de définition, ça peut être important. Par exemple, quelle est la définition d'un bâtiment? Je sais qu'Olga, ça a été un de tes sujets. Ça a été un de mes gros sujets de l'année 2024 et du coup, je peux vous dire que je suis en mesure de donner une réponse et que c'est notre rôle à la T2E de chercher des réponses, y compris quand on n'en a pas forcément. On a aussi mis que c'était le rôle de la DGEC. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce que tu fais quand tu cherches surtout cette définition? Et ben voilà, tu as raison. Qu'est-ce que je fais quand je cherche? Et typiquement, sur la définition d'un bâtiment, c'est une définition qui n'existait pas dans les textes de loi et qui manquait. Donc, il y avait des problèmes d'interprétation. Donc, moi, j'ai plusieurs acteurs parce que ça remonte des retours d'expérience. Hein. C'est souvent comme ça qu'on repère les problèmes. Du coup, j'ai dit à la DGEC, en fait, tout le monde n'a pas la même interprétation de ce que c'est qu'un bâtiment, comment est-ce qu'on peut faire. Donc, on a travaillé sur une définition, on a recueilli la parole des acteurs pour voir un peu les problèmes que vous voyez, et la DGEC a proposé une définition qu'elle a sortie dans l'arrêté modalité et qui est maintenant partie intégrante des textes réglementaires. Donc voilà, ça a bien été défini et précisé. Ouais, donc vous pouvez le voir, c'est un travail de collaboration avec une porte d'entrée qui se situe avec le club C2E. Ensuite, une question montage dossier. Le professionnel ou le bénéficiaire ne veut pas signer les documents justificatifs. Que faire? À qui m'adresser? Eh bien, pas à la T2E, ça ne fait pas partie de nos missions. Vous allez plutôt vous diriger vers votre obligé, délégataire, mandataire éligible, qui lui sera en mesure de peut-être vulgariser ce qu'est votre document justificatif auprès du bénéficiaire, ou en tout cas vous donner les armes pour finaliser votre montage de dossier. Autre question. Contrôle des opérations. Je ne saisis pas les modalités du référentiel contrôle défini dans l'arrêté du 28 septembre 2021. Pourriez-vous m'expliquer les points suivants? Eh bien, ça, c'est complètement le rôle de la T2E, de vous aider dans l'interprétation des textes de loi et de trouver des réponses. Voilà. Donc, effectivement, c'est un petit peu comme la définition. Vous allez nous poser la question. Si on a directement la réponse, on vous répondra. Si on ne l'a pas, on va faire nous-mêmes ce travail d'aller questionner la DGEC pour essayer d'apporter le plus rapidement possible des éclaircissements sur votre question. Toujours dans le contrôle des opérations, on a pu recevoir des questions comme le bureau de contrôle décrète que l'opération est non conforme sur un point qui ne devrait pas l'être. Qui solliciter? Eh bien, pas la T2E, on n'a pas la main mise et on n'est pas prescripteur dans nos recommandations et les réponses qu'on peut apporter. Tout à fait. Vous allez pouvoir vous rapprocher de la DGEC, de votre obligé délégataire mandataire éligible qui, lui, se rapprochera à terme de la DGEC ou du PNC2E, mais la T2E ne pourra pas porter ce combat pour vous. On met bien en évidence le rôle de la T2E. Pour continuer un petit peu dans les exemples, une question technique, je cherche à mieux saisir des modalités techniques présentes sur une fiche, à qui m'adresser. Je pense que vous commencez à comprendre. C'est bien nous, c'est bien la T2E qui peut vous aider à comprendre. Question juridique, je souhaite contester des modalités présentes dans un arrêté. À qui m'adresser? Là, vous dépassez peut-être un peu notre cadre d'application. Vous pourrez évidemment nous poser la question
Et nous, on ira voir la DGEC. C'est pour ça que ces deux acteurs sont ici mis en valeur. Création d'une nouvelle opération. J'ai un projet d'économie d'énergie et souhaite en faire une FOST. À qui dois-je m'adresser? On va rappeler, il y a un petit film pour vous expliquer les rôles, mais ça passe bien par la T2E. Dépôt des opérations. Est-ce que je suis accompagnée sur la plateforme EMI et le montage de mon dossier en tant que professionnel? Eh bien non, on n'a pas la main sur cet aspect opérationnel des choses. En forme collectivité, je suis une collectivité et souhaite me faire accompagner dans le dispositif des C2E du montage du dossier au dépôt. Vers qui je peux aller? Eh bien, toujours pas la T2E. On n'est pas sur cet aspect opérationnel des choses, c'est pas notre. Dans autres, on peut peut-être parler de Amorce, puisque pour les collectivités, c'est quand même votre interlocuteur privilégié. Olga, tu veux dire un mot? Oui, donc Amorce, c'est une association qui a un volet sur l'efficacité énergétique, mais pas que, qui regroupe donc les maires et les collectivités de France, qui anime pas mal de choses, notamment des journées sur les réseaux de chaleur, des journées sur les collectivités et une journée sur les C2E, et vers qui vous pouvez renvoyer vos informations si vous êtes une collectivité et que vous avez besoin de plus d'informations. Et maintenant, on passe sur la partie donc où trouver de l'information. Merci beaucoup. Après une presse quiz très intéressant. Où trouver de l'information? Déjà, on s'est attaché depuis plusieurs années, depuis 2023, à faire des films qui essaient d'être le plus pédagogique possible. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du film qui vise à expliquer le rôle entre le GEC, l'ADEB, la T2E et le club C2E. Le quiz vous a aidé à cerner un peu mieux le qui fait quoi également. On a deux films qui ont été faits récemment. C'est sur le processus de création et révision d'une fiche d'opération standardisée, comment cela se déroule. Et Thierry vous a tout à l'heure cité les critères qui étaient souvent retenus pour réviser une fiche. Et moi, je vous ai présenté les conditions nécessaires à remplir pour créer une fiche. Et puis le troisième film, c'est pour le calcul du forfait C2E d'une opération standardisée. On explique notamment les notions de situation de référence qui peuvent être parfois assez complexes. Et donc tous ces films, vous les trouvez sur le site de la T2E et le lien va vous être mis dans le chat. Alors, chercher efficacement. On a vu passer dans le chat, et c'est des questions qu'on reçoit souvent. Où se trouve cette information? Où est-ce que je peux trouver ce point précisément? Alors, pour rappeler, les bases du dispositif C2E tiennent en 4 arrêtés principaux. L'arrêté de demande du 4 septembre 2014 qui va encadrer les pièces constitutives de votre dossier, la définition de certains termes. Finalement, c'est la liste des éléments qui vont fixer votre demande. Ensuite, l'arrêté fiche, arrêté du 22 septembre 2014, qui définit les opérations standardisées. Finalement, c'est juste l'opération qui va vous lister toutes les fiches et vous mettre les liens pour les consulter. Enfin, l'arrêté modalité du 29 décembre 2014. Ça va reprendre les précisions sur les coups de pouce, les bonifications, les modalités d'application du dispositif et un petit peu tout le reste. L'arrêté contrôle du 28 septembre 2021, il est évidemment relatif aux opérations qui doivent être contrôlées avec des informations sur le taux de contrôle, les référentiels de contrôle, donc savoir quels points vont rendre votre opération conforme ou non. C'est pour ça que ces 4 arrêtés sont très intéressants et à consulter. Vous allez aussi pouvoir trouver de l'information sur le code de l'énergie qui reprend la création du dispositif et qui vous permettra d'avoir les grandes lignes. On peut aussi vous inviter à consulter la FAQ du ministère qui évidemment pourra reprendre les questions que vous posez
et surtout traitera de points parfois un peu plus techniques. Le club C2E, c'est une porte d'entrée qui peut être utilisée dès lors qu'une recherche a été faite sur ces premiers arrêtés et que vous n'avez plus d'idée de où peut se trouver l'information. On peut vous donner peut-être quelques astuces. Là, concrètement, pour vous aider, c'est mon bureau. Dans la liste de mes favoris Internet, vous allez retrouver ce qui me permet de mieux saisir le dispositif et d'avoir accès à l'information rapidement. Évidemment, le club C2E, les questions-réponses du ministère, les 4 arrêtés principaux, 28 septembre contrôle, 4 septembre demande, 29 décembre modalité, 22 décembre fiche. On va aussi retrouver un lien plus facile pour les FOSS, la liste des organismes COFRAC. Je suis un bénéficiaire et je cherche à mieux saisir et à voir qui peut contrôler mon opération. Et petit point d'attention, quand vous faites des recherches sur ces sites du ministère, veillez à ce que votre chronologie soit à la date du jour, à moins que votre date d'engagement soit passée, ce qui est rarement le cas. Prenez la date du jour pour avoir les dernières informations, les versions actuelles, et ne pas avoir de coquilles sur ces aspects-là. Je redonne la parole, Olga. Oui. Donc pour information, je vous ai mis les liens des principaux textes qu'on a évoqués sur la slide précédente, donc dans le chat. N'hésitez pas à les enregistrer. Et c'est quelque chose qu'on précise à chacun de nos webinaires, mais on ne rentre peut-être pas forcément dans le détail sur la... Voilà, donc vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup d'arrêtés, beaucoup de textes, et puis beaucoup de notions. Ce n'est pas forcément évident de s'y retrouver. Donc on précise dans nos webinaires que la fonction CTRL F, donc rechercher, c'est un outil essentiel pour nous permettre de trouver l'information un peu plus facilement et qui permet d'écrémer une partie des questions. Pas toutes, mais quand même une partie. Donc, je vous ai mis un exemple, un petit cas pratique pour pouvoir voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc, l'exemple qui est une question qu'on reçoit assez fréquemment, trouver la définition de la date d'achèvement pour une personne morale. Donc, la première étape, c'est de se rendre sur l'un des arrêtés fondamentaux dont on vous a remis les liens dans le chat. Je donne l'information ici, mais des fois, il faut faire la manip dans plusieurs textes pour vérifier. Voilà, on ne se rappelle pas forcément exactement où tout est rangé. En l'occurrence, la date d'achèvement, c'est dans l'arrêté de demande. Donc, dans l'arrêté de demande, on tape un petit CTRL F et il y a une barre de recherche qui apparaît. Le cadre rouge, c'est moi qui l'ai mis pour vous la mettre en évidence, mais voilà, n'oubliez pas quand on tape le CTRL F. Donc, on tape le mot-clé. Ici, c'est date d'achèvement. Donc, j'ai 15 occurrences pour date d'achèvement. Et ensuite, il faut que je cherche l'occurrence qui m'intéressait. En l'occurrence, beaucoup d'occurrences, je cherchais la définition. Donc, j'appuie sur Entrée jusqu'à trouver la définition adéquate. C'était la 8e entrée à partir du haut du texte. Et donc, pour une personne morale, la date d'achèvement de l'opération et la date du document de preuve de réalisation de l'opération, c'est-à-dire selon les cas. Et là, on a différentes options. Donc, je n'ai pas tous les lister, mais vous l'avez là. Et voilà comment on peut utiliser le CTRL F pour rechercher plus facilement et plus efficacement dans la masse législative des C2. Donc là, c'était la partie où il faut être actif et aller chercher l'information. Néanmoins, comme l'a mentionné Damien Gualot de la DGOC, on peut aussi recevoir de l'information de manière régulière en s'inscrivant pour les lettres d'information. Donc, en particulier la lettre d'information du ministère, qui est une lettre d'information mensuelle sur les C2E, sur laquelle il y a les volumes des C2E délivrés, des points sur les coups de pouce, typiquement le coup de pouce chauffage des bâtiments résidentiels collectifs tertiaires, il y a un reporting trimestriel, donc tous les 3 mois, il y a un point sur ce qui est délivré. Tout ce qui est présenté en Conseil supérieur de l'énergie, les projets de FAQ, les modifications des tableaux de contrôle dans ce plan, les rappels des prochains événements. Un point sur les différents programmes également, donc toutes ces informations-là, c'est dans la lettre d'information du ministère. Il peut également y avoir, donc en plus des lettres d'information mensuelles, des flash infos, typiquement pour l'indice de prix à terme, les appels à financeurs de programmes, c'est envoyé de manière supplémentaire. Et on vous met donc les informations pour s'inscrire à cette newsletter donc dans le chat.
Voilà, donc c'est envoyer un message à l'adresse mail qui est précisée et préciser en objet du mail bien toute l'information et vous recevez ensuite un mail de confirmation. On vous a mis le lien du site du ministère de la Transition énergétique, voilà, écologique, pardon, je sais pas pourquoi est le E. Donc, sur lesquels il y a toutes les informations sur les C2E, y compris les informations sur le COPIL C2E qui permet de piloter un peu le dispositif et dans lesquels il y a des grandes présentations qui sont précisées. Il y a une grosse actualité réglementaire sur les mois de juin, juillet et août. Il y a eu beaucoup d'informations sur les COPIL C2E qui ont été publiées sur le site. On vous met également. Et privilège de nos adhérents, on reprend également toutes les informations réglementaires et dès qu'il y a un texte qui est paru, on l'envoie à nos adhérents. Voilà, donc c'est les infos flash C2E. Merci Olga. Puisqu'on parlait d'adhérents, on vous a remis sur cette slide l'adresse question club C2E @t2e.fr. Donc à cette adresse, l'avantage pour nos adhérents, c'est de pouvoir nous poser une question s'ils n'ont pas trouvé la réponse dans les différents textes réglementaires qui ont été évoqués précédemment. Donc, pour faciliter l'attribution de votre question et pour qu'elle soit traitée par le chargé de mission du secteur concerné, ce qu'on souhaite, c'est dans l'objet et dans votre texte, votre corps de texte de mail, c'est d'avoir un maximum d'explications qui vont nous permettre de pouvoir vous répondre le plus juste possible. Sachez que toutes les semaines, les questions sont traitées individuellement par chaque chargé de mission, voire par l'ensemble du club C2E lors d'une réunion pour des questions qui sont un petit peu plus complexes. On peut parfois avoir un temps d'attente supplémentaire si on a besoin d'avoir nous-mêmes des précisions qui doivent être apportées par la DGEC. Ensuite, on vous a mis justement, dans le cadre de l'activité du club C2E, les dates des prochains webinaires sectoriels. Donc, on a évoqué tout à l'heure le C2E News, celui de la rentrée qui reprend l'ensemble des textes réglementaires sortis depuis le dernier du mois de mai. Donc, ça, c'est le 25 septembre prochain. Et suivront à l'issue de ce C2E News les webinaires sectoriels. Donc, sur notre site, vous trouvez toutes les dates des prochains webinaires sectoriels. Il faut savoir que ces webinaires sont accessibles à tous, mais que les documents associés à ces webinaires sont disponibles uniquement pour les adhérents. Et les supports sont sur le site de la T2E. Donc, à venir, le premier webinaire des réseaux et services le 30 septembre et on clôturera le 4 novembre par le webinaire registre. Et entre essentiellement la première semaine d'octobre, vous allez avoir les webinaires sur le transport, l'agriculture, l'industrie, le bâtiment. Et petite précision, donc je vois une question. Ces webinaires seront-ils enregistrés et disponibles en replay? Non. Le support est accessible uniquement pour les adhérents et par contre, ils sont ouverts à tous si vous souhaitez participer. Tout à fait. Alors, une autre source d'information, OSCAR pour les professionnels du bâtiment. Le programme OSCAR, c'est avec la filiale du bâtiment un accompagnement des artisans pour une meilleure intégration des C2E et leur articulation avec les aides de l'État. Donc OSCAR, c'est pour optimisation et simplification des C2E pour les artisans de la rénovation. Donc vous pouvez aller sur la page du programme OSCAR qu'on peut vous mettre dans le chat. Et en l'occurrence, OSCAR a sorti une série de podcasts audio pour découvrir le programme et approfondir ses connaissances sur les aides à la rénovation, C2E et MaPrimeRénov', et en savoir plus sur le parcours du référent d'aide à la rénovation. Et c'est le chef de projet Arthur Forteilla qui interroge les experts du programme. Donc, vous avez 6 ou 7 épisodes de quelques minutes sur comment monter un dossier C2E. Thierry vous a parlé des webinaires sectoriels de fin septembre, début octobre. Et une question qui nous revient souvent, c'est est-ce que je suis inscrit à tel webinaire sectoriel?
Ce qu'on vous invite à faire, c'est d'aller déjà sur le webinaire sectoriel qui vous intéresse. Donc là, on vous a mis un exemple à l'écran qui est le webinaire sectoriel bâtiment. Et puis, vous avez un onglet qui s'appelle Membres. Et là aussi, vous faites CTRL F, comme vous l'a bien expliqué Olga tout à l'heure. Vous tapez votre nom et vous voyez si votre nom apparaît. Et si votre nom apparaît, c'est que vous êtes bien inscrit au webinaire sectoriel et vous recevrez les notifications lorsque nous allons publier l'ordre du jour du webinaire sectoriel. Et si vous ne trouvez pas votre nom, eh bien, en général, le terme « inscrivez-vous » s'affiche, comme je l'ai mis en bas à droite, pour que vous vous inscriviez au webinaire sectoriel. Et là, je vais donner la parole à Olga pour qu'elle vous explique comment s'inscrire pour assister à un webinaire sectoriel. Alors, il faut savoir que donc, on l'a dit et répété, mais nos webinaires sont ouverts à tous. Néanmoins, il relève de la responsabilité de chacun de faire en sorte de pouvoir y accéder et c'est une auto-inscription. On n'envoie pas de lien de ces webinaires. C'est quand même des webinaires qui peuvent avoir plusieurs centaines de participants. Voilà, on n'envoie pas l'invitation goutte à goutte et on attend des participants qui viennent s'inscrire pour pouvoir recevoir le lien. Enfin, on met le lien sur la page du webinaire de la T2E. Donc, comment s'inscrire? Donc, pour les non-adhérents au Club C2E qui n'ont jamais été inscrits à un GT, qui n'ont pas de compte non-adhérent, donc avant le webinaire, il faut aller s'inscrire. Donc, on va sur le groupe de travail pour lequel on veut s'inscrire. Donc, vous avez listé la liste des différents webinaires. Bah, c'est la liste des groupes de travail, donc réseau et services, agriculture, transport, industrie et bâtiment. Également opérations spécifiques, mais qui arrive un peu après. Donc, il faut que vous cliquiez sur « Inscrivez-vous ». Ensuite, vous vous inscrivez, donc renseignez vos coordonnées. Vous allez recevoir un mail. Si vous recevez un utilisateur existe déjà pour cette adresse mail, ça veut dire que vous avez déjà un compte. Donc, c'est la diapo suivante. Pardon, j'ai pas parti l'ordre des diapos. Et du coup, le jour du webinaire, donc pareil, il n'y a pas de réunion dans l'agenda qui est envoyé par la T2E, c'est à vous de le noter. Nous, on publie l'information sur le site, mais on n'envoie pas d'invitation. Donc, il faut donc vous connecter et accéder au GT. Et sur l'onglet Réunion, c'est là, à propos et dans l'ordre du jour, qu'on va mettre le lien du webinaire et le lien Teams sur lequel vous connectez. Donc ça, c'est si vous n'avez jamais été inscrit à GT et que vous n'êtes pas adhérent. En l'occurrence, si vous êtes adhérent au Club C2E ou non adhérent, mais que vous êtes déjà inscrit à un GT par le passé, et bien du coup, il faut vous connecter. Vous inscrire sur le GT. Donc, si c'est un autre GT, c'est un nouveau. Vous pouvez recevoir les notifications en vous inscrivant au groupe de travail. Si le lien « Inscrivez-vous » n'apparaît pas, c'est que vous êtes déjà inscrit au GT et du coup, vous devez recevoir les notifications normalement. Et le jour J, pareil, c'est la même procédure. Donc, vous vous connectez, vous allez sur l'onglet Réunion et vous sélectionnez le lien. Sachant que dès qu'on modifie la page GT, on envoie une notification à tous les participants. En général, c'est plutôt quand vous ne voulez plus recevoir les participations, vous nous envoyez un mail aussi pour qu'on vous retire la liste de diffusion. Mais voilà, donc quand on a fixé l'ordre du jour, on notifie les participants. Quand on a mis le lien, on notifie les participants aussi. Enfin, vous aurez juste la notification. Le GT a été modifié, mais en général, c'est ça qui se passe. Et puis après les webinaires, il y a des notifications pour préciser qu'on a mis des documents. Et voilà, donc les informations et recommandations. Donc, lors du jour des webinaires, c'est ce que je vous ai expliqué, les liens de connexion seront mis en ligne quelques jours avant. On attend le plus tard possible pour mettre l'ordre du jour pour avoir bien toutes les actualités réglementaires qui sont prises en compte en temps et en heure pour le webinaire. Donc, vous recevez un message à ce moment-là lors de la mise en ligne de l'ordre du jour et des modalités, mais vous ne recevez pas précisément ce qui a été modifié. Vous recevez juste le contenu a été modifié. Ensuite, le bouton « Inscrivez-vous » n'apparaît pas lorsque vous êtes déjà inscrit au groupe de travail, ce qui peut être le cas si vous l'avez été par le passé.
Et si vous ne recevez pas de message relatif à votre inscription, c'est probablement que c'est dans spam ou courrier indésirable et on vous invite à les regarder pour vérifier que vous les avez bien reçus. Je propose juste un rappel par rapport à ces webinaires. Vous l'avez compris, il y a deux types de webinaires. Il y a le C2E News qui a pour vocation à vous informer sur les textes réglementaires qui viennent d'être publiés ou qui pourraient l'être. Donc ça, c'est le C2E News. L'invitation a été fournie dans le fil de conversation, ouvert à tous, et le prochain est le 25 septembre, sauf erreur de ma part. La deuxième famille de webinaires, c'est ce qu'on appelle donc les webinaires dits sectoriels. Thierry l'a très bien décrit, il y en a un par secteur. Dans ces webinaires, on a pour vocation de rester centré sur les fiches d'opération standardisées et les fiches d'opération standardisées. Les programmes sont abordés dans ces deux news. Sur les fiches d'opération standardisées, on évoque les fiches qui sont parues depuis le dernier webinaire sectoriel, les fiches sur lesquelles le club C2E travaille, avec bien sûr des acteurs et des GT dans le cadre de GT, et qui feront l'objet d'une parution en général dans le semestre de mi-année ou dans le semestre de fin d'année. Nous évoquons également les fiches qui seront à instruire ou à réviser ou à créer. Et là, dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle des appels à contribution. Ces trois familles de fiches, les fiches qui ont été publiées, les fiches sur lesquelles on travaille, les fiches sur lesquelles on va travailler, sont mises en visibilité dans ces webinaires-là. Donc, il faut bien distinguer les deux familles de webinaires, vraiment purement réglementaires et programmes, et vraiment centrés sur les fiches, qui est la mission principale du club C2E. Olga, je te redonne la parole. Oui, alors, je vais une petite question en rapport avec les inscriptions webinaires. Donc, un message qui dit « Cet événement est réservé aux membres du groupe de travail bâtiment, malgré le fait que je sois adhérent au club C2E. » Alors, je repasse sur la slide d'avant. En fait, c'est deux choses différentes, le fait d'être adhérent au club C2E, qui vous permet d'avoir accès aux documents, et le fait de s'inscrire au groupe de travail pour recevoir les informations et vous connecter. Donc, si vous êtes adhérent, c'est cette manip-là. Il faut quand même que vous alliez sur le webinaire, que vous vous connectiez et que vous vous inscrivez. Donc, c'est le petit cadre vert foncé là, donc, sur le GT Test auto-inscription. C'est important que vous vous inscriviez pour recevoir le mail confirmant l'inscription au GT. Et ça, c'est indépendamment du fait que vous soyez adhérent ou pas. Marine, je te laisse la parole. Oui, alors, temps d'échange, on va vous réinviter à nous écrire vos questions. On a essayé de répondre au mieux et au fur et à mesure dans le chat. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas eu de réponse et que c'était important pour vous, n'hésitez pas à nous la repousser. On va attendre quelques minutes. Comment vérifier son inscription à un GT autour d'une fiche d'opportunité? Alors, pour les fiches d'opportunité, le film, je vous invite à regarder le film. Effectivement, il y a sur le site de la T2E un onglet qui s'appelle GT fiches d'opportunité. Cet onglet est privé entre la DGEC, l'ADEME et la T2E, si c'est bien à cela que vous faites référence. Pour autant, donc, toutes les fiches d'opportunité sont validées par l'ADEME et la DGEC, et dès lors que les deux entités ont donné un avis favorable, parlons des locomotives bimode, si il y a une fiche d'opportunité qui reçoit un avis favorable de l'ADEME et la DGEC, lors du webinaire sectoriel transport d'octobre, la T2E fera état du fait qu'un avis favorable a été donné par l'ADEME et la DGEC
et un appel à contribution sera fait pour inviter les acteurs à se joindre au groupe de travail. Alors, les appels à contribution, pour pouvoir participer, il faut justifier de sa légitimité à participer. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut justifier que on est un acteur qui connaît le secteur ou qui connaît l'opération concernée. On est un acteur qui dispose de données sur l'opération concernée, ou alors on est un bureau de contrôle qui travaille sur le contrôle de ce type de fiches. Donc, ça fait l'objet d'appels à contribution et toutes les fiches qui font l'objet, ou la majeure partie des fiches qui font l'objet de révision ou de création, aujourd'hui la T2E fait des appels à contribution pour inviter les acteurs pertinents à nous rejoindre. Pour les questions. Peut-être un dernier point sur les appels à contribution. Ils sont également relayés dans la lettre d'info de la DGEC, qui reprécise où est-ce qu'on peut trouver les informations sur les appels à contribution et vérifier ce qui est en cours et ce à quoi on peut candidater ou pas. Tout à fait, Olga, tu as complètement raison. C'est que donc la Cour de compte a demandé à avoir plus de visibilité sur les appels à contribution et par conséquent, dans la lettre de la DGEC, elle a mis les liens qui renvoient sur le site de la T2E. Sur la site de la T2E, secteur par secteur, vous pourrez voir les appels à contribution qui ont eu lieu et qui sont encore en cours, sachant que les appels à contribution sont ouverts 21 jours. Et lorsque nous postons un nouvel appel à contribution, nous envoyons une notification aux adhérents du club C2E pour qu'ils en soient informés. J'ai vu passer une question sur les bureaux COFRAC. Alors, je pensais y avoir répondu, mais je vais y répondre ici. Il n'y a que 36 entreprises de contrôle. Pourquoi si peu et comment cela fonctionne? Avez-vous des informations sur le thème contrôle? Alors, pourquoi si peu? Les organismes de contrôle doivent être accrédités 17 020. Il y a pas mal d'exigences qui leur sont attribuées, comme l'impartialité, comme le respect des titres de qualité. Pourquoi si peu? Je suppose que c'est parce que peu obtiennent l'accréditation COFRAC. On n'est pas vraiment maître de ça. Nous, on a un volet au sein du club C2E où on peut effectivement vous aider à interpréter l'arrêté du 28 septembre 2021 sur les questions. Après, les organismes COFRAC fonctionnent indépendamment du dispositif justement pour garantir une certaine impartialité. J'ai une autre question. Avez-vous un pourcentage sur la création et le rejet des fiches d'opportunité? J'avoue, je n'ai jamais fait de statistiques là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que la DGEC est en train de réfléchir sur des critères pour cibler au mieux les fiches d'opportunité. Des critères pourraient être le gisement. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un gisement important, mais on n'a pas précisément le seuil aujourd'hui. Il y a un critère qui pourrait être le TRI, le taux de couverture. Donc, c'est des critères qui permettront aux acteurs qui proposent des fiches d'opportunité assez vite de savoir si elle a des chances ou pas d'avoir un avis favorable de la part de l'ADEME et de la DGEC. Donc, dans le cadre de la 6e période, il est prévu ce qu'ils appellent une doctrine dédiée aux fiches, au même titre qu'aujourd'hui, il y a une doctrine dédiée au programme. Et donc, dans cette doctrine, on pourrait voir s'inscrire ces critères-là. Donc, voilà, je n'ai pas de stats sur le rejet de fiches d'opportunité, mais il y en a qui réussissent. Hein. On a eu des succès sur du sécar électrique et rétrofité. On a eu quelques fiches qui ont été créées depuis ces 2-3 dernières années. Oui, tout à fait. Je vois une autre question.
Comment on peut s'informer sur l'évolution à moyen long terme du dispositif des fiches C2E? Eh bien, venez assister pour commencer au webinaire donné par la T2E. Comme vous le disiez, Olga, Elisabeth et Thierry tout à l'heure, c'est accessible pour tous. Les supports sont mis à disposition des adhérents, mais vous pouvez venir en temps réel regarder le webinaire, c'est ce qu'on vous invite à faire. Ensuite, on vous a donné quelques clés, vous inscrire sur les lettres des GEC, consulter les sites, consulter les différentes FAQ. Je pense que vous avez déjà une belle base pour faire votre veille avec toutes ces informations. Merci Marine. Une autre question, n'ayant pas pu participer aux premières minutes de cette conférence pour cause de problèmes de connexion, savez-vous s'il y aura une autre session? Vu d'aujourd'hui, on n'a pas prévu. Pour autant, le replay sera mis en ligne et accessible à tout le monde sur le site de la T2E. Il n'y a que les supports qui nous seront accessibles aux adhérents. Alors, le replay sera sur la page YouTube de la T2E. Le support sera disponible pour les adhérents. Donc, je vois plusieurs questions dans ce sens. Sur comment s'inscrire au JT sur le site, mais je ne suis pas encore adhérent, c'était l'objet des 15 dernières minutes de la présentation. Et il y a un mode-up qui est disponible sur le site de la T2E au webinaire groupe de travail. Si vous scrollez un peu sur la page, vous pourrez le trouver. Je vois qu'on reçoit encore pas mal de questions sur je n'arrive pas à m'inscrire au GT ou je n'arrive pas à m'inscrire au webinaire. Si vous allez sur le site de la T2E et du club C2E, vous avez tout le PDF à votre disposition dès à présent pour vous auto-inscrire. On va vous remettre le lien dans le chat. N'hésitez pas à prendre le temps. Il vous sera peut-être demandé de créer un compte. Vous allez voir, ce support est assez facile à suivre. Je vois une question aussi sur la part en volume de kilowattheure plus max des C2E spécifiques par rapport à celle des fiches d'opération standard. Sur la 4e période, c'était 91% pour les fiches d'opération standard et 2% en volume sur les opérations spécifiques et le reste sur les programmes. Alors, pour Alors, je prends vraiment la parole. Donc, on a eu plusieurs questions sur la lettre d'information de la DGEC. Sur les questions que je vois, il y en a où il y a des fautes d'orthographe sur l'objet des subscribe, pas subscribe. Enfin, voilà. En l'occurrence, ce n'est pas forcément intuitif, mais si vous allez sur le chat et ce qu'on vous envoie, en fait, il y a une adresse mail différente entre le destinataire, qui est sympa à Club C2E, et il y a à développement, pardon, désolé, lapsus, et l'objet du mail qui doit faire l'objet sur lequel il y a une adresse mail aussi. En fait, il faut marquer subscribe et ensuite il y a une adresse mail à mettre également. Donc, je vous invite à faire plusieurs tentatives pour vérifier que ça marche. On s'est tous inscrits à la T2E et il y en a qui ont refait la procédure, donc on peut vous l'assurer, ça fonctionne. Savez-vous s'il y aura une convention de mise en œuvre du programme? C'est bon, tu as répondu. En fait, pour tout ce qui est programme, c'est l'ADEME qui intervient. Et donc, elle sera là lors du prochain C2E News et elle fera un état des lieux des programmes. Et à cette occasion, vous pourrez lui poser des questions sur les différents programmes. J'ai vu pas mal de questions sur les actualités P6. Encore une fois, je vous invite à vous inscrire pour le C2E News. Ce sera le webinaire dans lequel on traitera de ces sujets, ou en tout cas, vous pourrez nous poser des questions. Ici, l'idée, c'est vraiment de poser vos questions sur les bases et le fonctionnement du dispositif pour garantir une fluidité de l'information. Je vous remercie. J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions, ou presque. Pour celles qui restent, on va les traiter. Il y aura un mail récap de toute manière qui va vous être envoyé pour tous
ceux qui sont inscrits GoToWebinar. Tout à fait. Dans Avec lequel le on... lien du C2E News aussi pour l'instant. Ouais, voilà, avec le lien du C2E News, les prochains événements de la T2E, y compris des événements régionaux. Je sais qu'il y en a sur les C2E le 10 octobre. C'était pas dans le sport, mais voilà, ça arrive aussi. Dans lequel on pourra peut-être vous mettre quelques éléments sur la tarification pour l'adhésion du club C2E. C'est une question qui était venue assez fréquemment. Et voilà. Et puis, je pense qu'on va vous remercier d'avoir participé. On espère que ça vous a apporté des clés et des solutions pour mieux naviguer dans ce dispositif des C2E. Et Olga, tu veux rajouter quelque chose ou... Non, c'est tout. Merci Très bien. beaucoup et merci à vous de vous être connectés si nombreux. Et je tiens à remercier le club C2E d'avoir mis en œuvre, d'avoir préparé ces diapos pendant l'été. Merci également la DGEC pour son introduction. Et puis, on reste à votre écoute et on vous souhaite de venir nombreux au webinaire C2E News et au webinaire sectoriel à venir. Et on vous souhaite une bonne rentrée des C2E.